Vous écoutez RTL. RTL. Les aventuriers de l'inconnu. Jacques Pradel, Henri Gougaud. Et bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver. Bonjour Henri. Bonjour. Alors aujourd'hui, l'espace et les ovnis. Voilà de quoi nous allons parler, parce que c'est vrai qu'on a toujours une vision très terrienne des ovnis. Hein. Les gens sont, je sais pas, dans leur champ, dans leur voiture, ils voient quelque chose passer dans le ciel. Parfois, ça se pose au milieu d'une prairie, etc. Mais la question, y a-t-il des ovnis a-t-on vu des ovnis dans l'espace ? L'autre question, c'est est-ce que les astronomes en voient ? Est-ce que les radars militaires les repèrent, etc. Il se trouve que des astronautes en ont rencontré, les ovnis existent, les astronautes les ont rencontrés. Voilà. Alors, on va vérifier tout ça avec notre invité Jean-François Clairvoy. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes astronaute à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, que vous avez fait 3 vols spatiaux, 2 sur Atlantis et 1, je crois, sur Discovery. Et que maintenant vous avez une activité plus terrestre, mais toujours évidemment liée à l'espace. Alors, la raison pour laquelle on vous a invité avec Henri, c'est que on a vu passer comme ça des déclarations de vous, et en général, les militaires, les gens qui occupent des postes importants dans l'armée ou dans la science, dans le civil, hésitent beaucoup à s'exprimer sur ce sujet, et ça n'a pas l'air d'être votre cas. C'est-à-dire, en fait, dans les propos que je tiens, je révèle malheureusement pas de scoop, j'aimerais bien avoir des réponses aux questions, mais on pose très souvent une question aux astronautes, est-ce que vous croyez aux ovnis ? C'est une question qu'on nous demande systématiquement à chaque conférence, aussi bien des petits que des grands, donc il faut bien qu'on réfléchisse et qu'on trouve une réponse raisonnable, raisonnée, honnête, factuelle à cette réponse. Et en fait, c'est une question qui comprend 2 questions que l'on peut considérer totalement indépendantes l'une de l'autre. Est-ce qu'il y a dans notre espace atmosphérique ou extra-atmosphérique, est-ce qu'il y a des ovnis ou des pans, on appelle ça aujourd'hui phénomène aérospatial non identifié, parce que parfois un phénomène est perçu par les capteurs de l'être humain qui sont essentiellement les yeux la plupart du temps, qui ne font pas forcément référence à quelque chose qui pourrait être un objet, mais un phénomène lumineux par exemple, un phénomène atmosphérique, inhabituel ou inexplicable par les lois de la physique du climat. Et l'autre question c'est, est-ce qu'il existe de la vie ailleurs ? Et cette vie ailleurs, s'il y en a, éventuellement, est-ce qu'elle pourrait être suffisamment intelligente pour être celle qui nous amène les ovnis ? C'est 2 questions indépendantes, parce que la question de savoir si la vie existe ailleurs, c'est une question extrêmement sérieuse, puisqu'elle est le sujet de toutes sortes de programmes à l'échelle de la planète, d'exploration du système solaire et d'exploration de notre galaxie, des étoiles par des télescopes, à la recherche de la vie. Les sondes... Ça, je vous interromps, mais parce que malheureusement, j'ai quelques années d'exercice de ce métier. Il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. Quand on interrogeait un scientifique sur la possibilité de vie extraterrestre, il vous disait « Attendez, la vie est un miracle. » Il y en a toujours qui le pensent. Et on riait un peu. Maintenant, on cherche les exoplanètes tous les matins. Quand même. Je vous donne un exemple très concret, qui est un exemple qui nous touche, puisque c'est une sonde européenne qui s'appelle ExoMars, qui est partie il y a 2 mois, qui est partie donc en 2016, qui arrivera vers Mars en octobre. Et la mission principale de cette sonde, c'est d'identifier si l'origine du méthane que l'on a détecté dans l'atmosphère de Mars est d'origine volcanique ou pas, c'est-à-dire d'origine biologique. Et la plupart des spectrographes, des instruments qu'on a sur les sondes qui tournent autour de Mars, qui sont posés sur Mars, la plupart des instruments de nos télescopes qui recherchent des exoplanètes, ils recherchent des éléments permettant de penser que la vie est peut-être là ou est possible à tel endroit. La vie, ça peut être une bactérie microscopique. Et on a même des expériences d'exobiologie à bord de la Station spatiale internationale. J'ai envie de vous poser une question à l'envers, puisque vous baignez dans ce monde-là. Imaginons quelqu'un dans les étoiles, à quelques années-lumière de la Terre, qui veut savoir s'il y a de la vie sur la Terre. Est-ce que ce serait difficile de le savoir ?
pour des observateurs qui seraient à quelques millions d'années-lumière? Ou est-ce que nos communications électromagnétiques... Alors, il y a deux façons de le voir. Et les deux façons, on les utilise, nous, pour essayer de détecter de l'activité biologique ou même éventuellement intelligente ailleurs. C'est détecter des activités de chimie organique, parce qu'on pense que si la vie existe ailleurs, il y a de grandes chances, il y a de très très grandes chances qu'elle soit basée sur la chimie du carbone comme la nôtre, parce que ce sont les éléments chimiques les plus répandus dans l'univers, l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, l'azote. Donc s'il y a des molécules qui ont le plus de chances de se rencontrer, de se combiner de façon un peu structurée, ce sont celles qui sont le plus présentes dans l'univers, celles qui sont en plus grande quantité que les autres, et c'est celles qui nous composent. Donc c'est pour ça qu'on recherche de l'activité de chimie organique. Et puis l'autre façon de chercher, c'est chercher des signaux radioélectriques structurés. Vous savez que la sonde Voyageur qu'on a lancée il y a 40 ans, elle est à plusieurs milliards de kilomètres, enfin dizaines de milliards de kilomètres de la Terre, au-delà de Pluton, elle est à la limite du système solaire. Et bien que son signal utile envoyé par les instruments soit noyé à des millions de fois plus faible en énergie que le bruit désorganisé des émissions cosmiques, comme il est structuré, on arrive à l'extraire et à en retirer des données intéressantes. Donc avec des filtres très bien identifiés, on espère, c'est le programme SETI qui fait ça entre autres. J'ai des collègues astronautes américains qui prêtaient leur ordinateur la nuit au programme SETI. Vous savez que chacun, bénévolement, peut prêter de la puissance de calcul pour détecter du signal structuré. Et du signal structuré, comme tout ce qu'on émet en radio-télévision, c'est pas la nature dans D'accord, donc nous, on serait repérable à des millions d'années-lumière pour répondre à la question. On serait repérable. Si la question se posait. Et puis l'autre chose que je voulais rajouter, c'est que quand on envoie une sonde au contact physique d'un corps céleste autre que la Terre, comme Mars par exemple, pour détecter de l'activité biologique, chimique, de la vie, on stérilise à mort ces sondes pour être sûr qu'on ne va pas contaminer. On va pas les contaminer. Ouais. Et donc, on peut imaginer que si des gens raisonnent comme nous, quand ils viennent essayer de nous détecter, ils essaient de ne pas nous contaminer, de ne pas nous perturber. Bon. Alors, dans un instant, on va parler quand même des raisons qui font que, et on va y revenir évidemment avec vous, vous dites... Les ovnis, je ne dis pas que ce sont des extraterrestres, mais je dis qu'il s'agit d'un phénomène physique. Est avéré. Voilà. Et que ce phénomène est avéré. Le phénomène est avéré et il s'agit de savoir maintenant qu'est-ce que c'est. Vous écoutez RTL. Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougou sur RTL. Et notre invité aujourd'hui, Jean-François Clairvoy, astronaute de l'ESA, et nous parlons ensemble du phénomène OVNI. Et vous vous rappeliez il y a un instant que pour vous, c'est un phénomène avéré, alors que d'autres le mettent en doute le fait qu'il s'agisse vraiment d'objets matériels pouvant laisser éventuellement des traces de leur passage au sol. Avant de vous redonner la parole, Jean-François Clairvoy, on va écouter un document RTL qui remonte à quelques années, puisque c'est le 15 décembre 1979. Et ce jour-là, des pilotes de Mirage de la base aérienne de l'armée de l'air de Dijon assurent avoir aperçu un ovni, et un capitaine de cette base avait raconté à l'époque ce qu'il avait vu au journaliste Jean-Michel Rascol. Dans chez moi, j'ai pu observer à quelques distances de là, qui est estimé à 250 mètres à peu près, un engin qui évoluait dans l'espace et qui s'éloignait à très grande vitesse. J'ai pu déterminer approximativement une forme qui ressemblait à une demi-lune, entre une demi-lune et un croissant si vous voulez, et qui avait deux faces de couleurs différentes, l'une de couleur métallique, si vous voulez, et l'autre de couleur foncé, bleu foncé. Apparemment, au départ, il n'était pas posé. Il semblait évoluer au ras du sol dans des évolutions désordonnées, si vous voulez, donc pas très stable. Ensuite, il s'est redressé, il donnait l'apparence, on pouvait, disons, lui donner une forme de cigare. Et en comparant par rapport à la hauteur des arbres qui sont à cette distance de 150 mètres, on a pu apprécier l'engin à une dimension de 4 à 6 mètres de long à peu près. Alors, un témoignage parmi d'autres, Jean-François Clairvoy. Sur quoi vous vous basez, vous, pour affirmer que c'est un phénomène avéré ? Il y a suffisamment de cas, même s'ils ne sont pas très nombreux, pour lesquels il y a des témoignages qui viennent à la fois de personnes au sol,
de pilotes dans leurs avions, de données radars, et qui tous concordent. C'est-à-dire, le phénomène a eu lieu. Alors, dire que le phénomène OVNI est avéré, ça ne veut pas dire que les extraterrestres sont là. Ça n'a rien à voir. C'est le fait qu'il y ait des phénomènes physiques qui ont eu lieu concrètement et qui défient les lois de la physique parce qu'on arrive soit parce qu'on n'arrive pas à trouver du tout d'où ça vient en analysant les vols de ballons, d'avions, etc., et par leur comportement. Avec des accélérations foudroyantes. Des accélérations, des comportements, parfois aucun bruit à basse altitude. Donc le phénomène est avéré, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais par contre, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et ce n'est pas parce que le phénomène est là qu'on peut prétendre avoir l'explication. Oui. Voilà, le tout est de savoir qu'est-ce que ça peut bien être. Alors très souvent, on trouve l'explication, mais il y a quelques cas sur lesquels qui résistent, il n'y a pas d'explication et ça défie les lois de la physique que l'on maîtrise aujourd'hui. Mais concrètement, Jean-François Clervat, avec ce que vous savez sur le sujet, et vous n'êtes pas, c'est pas n'importe qui parle, c'est quelqu'un qui a une culture évidemment aéronautique extrêmement importante. Vous n'êtes pas déçu que les autorités ne s'intéressent pas au phénomène ? Bien sûr, tous ceux qui s'intéressent à ce phénomène aimeraient bien avoir plus de moyens. Alors, il se trouve que le phénomène OVNI, ce n'est pas un phénomène scientifique au sens qu'on peut le reproduire en laboratoire pour l'étudier. Mais je suis persuadé que dans les 10 années qui viennent, avec le développement de nos téléphones portables à très haute sensibilité, à très haute résolution, et en déployant des réseaux de webcam comme certains groupes d'ufologues le préparent, on aura plus de statistiques sérieuses et de données. Mais aujourd'hui, c'est pas facile de trouver, de pouvoir collecter des données scientifiquement exploitables de cas passés. Est-ce qu'on a vu des ovnis dans l'espace ? Alors, moi j'en ai vu plusieurs, mais qui sont rapidement devenus des ovis, c'est-à-dire le N a disparu. La première fois que j'ai vu une étoile filante sur fond de terre, j'ai pas pensé à une étoile filante. J'ai vu une grosse boule, une grosse flash lumineuse se déplacer à très grande vitesse dans mon champ de vue sur fond de terre. Et pendant quelques dizaines de secondes, voire une minute, avec un collègue, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on voit ? Et puis rapidement, on s'est imaginé, les étoiles filantes, on a l'habitude de les voir sur fond du ciel. Mais là, c'est sur fond de terre. C'est pas la même chose vu de l'espace, d'accord. Une autre fois, pendant une sortie dans l'espace de mes collègues, moi j'étais au pilotage du bras robotique. Et puis, peut-être une demi-heure après le début de la sortie dans l'espace, j'ai vu un gros rectangle clignotant, brillant, qui s'éteignait, qui s'allumait sur fond noir du cosmos. Parce que quand on regarde dehors par le hublot, depuis un vaisseau spatial, pour pouvoir lire notre checklist, nos instruments, les lumières sont allumées dans le cockpit. Donc la pupille de l'œil est fermée et on ne voit pas les étoiles. On a l'impression qu'il n'y a que nous et rien d'autre dans l'univers, qu'on est dans le vide noir total de l'univers. Il y a la Terre, le Soleil, la Lune, nous, et c'est tout. Et puis, je vois ce flash. Et vous savez, quand vous regardez un objet sur fond uniforme noir, au-delà de 10-15 mètres, vous êtes incapable, même avec les deux yeux et le sens du relief que donnent les deux yeux, de dire si c'est à 20 mètres, à 200 mètres ou à 2 km. Donc, on pouvait facilement imaginer comme un gros cigare de plusieurs centaines de mètres de large et qui flashait par à coup. On a pris nos jumelles, on a mis plusieurs minutes à arriver à faire la netteté sur cet objet, à le caler dans notre champ de vue. C'était un space pen, c'était un stylo en inox extrêmement brillant qu'un de mes collègues avait oublié dans le sas. Et ça, normalement, on vérifie qu'il n'y a aucun objet, que tout est attaché, etc. Qui tournait sur lui-même tant qu'il était dans l'ombre. On ne l'a pas vu. Puis à un moment donné, il s'est trouvé dans la partie éclairée du soleil, parce qu'il n'était plus à l'ombre de la navette du télescope Hubble. Et il tournait sur lui-même parfaitement dans l'axe longitudinal, et ça donnait des petits flashs lumineux. Donc vous n'avez pas vu d'objet volant non identifié. Non. On fait une pause et je vais vous dire dans un instant, j'ai eu la curiosité de faire une petite collection comme ça de déclarations, ce que des collègues à vous, d'autres astronautes américains et russes notamment, ont dit sur le sujet. Vous écoutez RTL. RTL. Jacques Pradel, Henri Gougaud, les aventuriers de l'inconnu. Et avec notre invité Jean-François Clervoy, astronaute de l'ESA, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que c'est important pour quelqu'un qui a la culture aéronautique que vous avez d'avoir d'abord l'honnêteté de dire il y a un phénomène, il a l'air d'être matériel, enfin il n'a pas l'air. Vous dites il est matériel.
il est inexplicable, et ça ne veut pas dire parce qu'on voit un phénomène matériel qu'on n'arrive pas à expliquer que c'est forcément un matériel extraterrestre. Bon. J'ai eu la curiosité de regarder un peu, en fait j'ai surfé un peu sur Internet, voir si les astronautes s'étaient exprimés sur la question. Alors, il y a pas mal d'Américains. L'astronaute James McDivitt, lui, ça remonte à l'époque de la mission spatiale Gemini 4, c'était en 1965, il dit ceci: « Je regardais par le hublot lorsque j'ai aperçu un objet cylindrique auquel était attaché quelque chose. Une photo est sortie après qui correspondait malheureusement pas du tout à l'objet que j'avais vu. Ça ressemblait plutôt à des taches de lumière. » Bon, c'est pas renversant et ça peut-être avoir des explications du type de celles que vous avez données il y a un instant. 1978, 29 juin, les cosmonautes Vladimir Kovalyonok et Alexander Ivanchenkov, au cours de la mission Soyouz, l'objet se déplace, je crois que c'est une copie de liaison radio, l'objet se déplace à 20-30 degrés, il passe sous notre appareil, on dirait une balle, elle grossit de plus en plus, c'est orange foncé, elle évolue près de nous. Voilà. Et puis, le tout premier astronaute américain, John Glenn, qui dit certaines personnes nous demandaient, comme vous disiez tout à l'heure dans les conférences, est-ce que vous saviez si vous étiez seul ou pas là-haut? Et alors, c'est intéressant parce que John Glenn dit, nous n'avons jamais répondu la vérité, et cependant, nous avons vu des choses étranges, mais nous savons ce que nous avons vu là-haut, mais nous ne pouvions réellement rien dire. Nos supérieurs avaient vraiment très peur de cela. Ils avaient peur en fait d'une panique générale, quoi. Un truc genre guerre des mondes. Ce sont des témoignages qui évoquent pour vous, vous en parlez avec aussi des astronautes européens. Alors on en parle entre nous. Alors je connais pas personnellement, je connais peut-être 250, 300 astronautes qui ont volé dans l'espace dans notre communauté qui en compte environ 550 aujourd'hui. Mais j'en ai jamais rencontré qui ont vécu eux-mêmes l'expérience, où certains ont vu des choses un peu bizarres, mais ils sont convaincus. Ça n'avait pas l'air. Ils sont convaincus que ça a une explication. Voilà, il doit y avoir une explication. C'était pas totalement en dehors des lois de la physique. Mais par exemple pour John Glenn, on a compris ce que c'était. C'était une évacuation d'eau de son vaisseau. Et quand on n'est pas préparé, ça peut être très surprenant. Nous, on a évacué de la navette spatiale dans mes 3 vols. Enfin, pas dans le deuxième, parce que l'eau qui venait de nos piles à combustible, on s'en servait pour ravitailler la station russe Mir, leur donner de l'eau potable. Mais souvent, on fabriquait plus d'eau qu'on en consommait. Donc, on l'évacuait par une petite tuyère extérieure, toute petite. On fait ce qu'on appelle un waste water dump, ou supply water dump, évacuation d'eau par l'extérieur. Au moment où vous voyez l'eau qui sort, ça fait une gerbe divergente de millions de petites particules étincelantes qui tournoient sur elles-mêmes comme des mini-étoiles scintillantes. C'est très très beau parce que chaque gouttelette d'eau cristallise instantanément, tournoie sous l'énergie d'évacuation au soleil, et ça peut donner l'impression, comme disait John Glenn, de lucioles qui volent autour du vaisseau, et c'est très beau. Et bon, on a su ce que c'était, mais c'est vrai qu'à l'époque de John Glenn, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on a dit? On a dit après que c'était du délire de gens qui voulaient croire ce qu'ils avaient envie d'entendre dire. La fameuse phrase qui aurait été prononcée par l'équipage qui a fait le tour de la Lune, qui était passé, donc les communications s'interrompent quand on est dans la face cachée, et l'histoire du Père Noël. Vous connaissez l'histoire? Ils auraient entendu de la musique. Le Père Noël existe, ou on vous confirme que le Père Noël existe, ou je ne sais pas trop quoi. Alors, nous, on a fait pas mal de blagues là-dessus dans mes vols spatiaux, mais on a quand même, quand on regarde la Terre... C'est quoi vos blagues dans les vols spatiaux? On a fait apparaître le Père Noël, et c'est un secret de l'équipage. C'est-à-dire on était dans l'espace le 25 décembre 1999. Et puis, lors d'une vidéoconférence avec le sol, le Père Noël est passé, habillé avec sa barbe, etc. On a dit qu'on ne savait pas par où il était passé. Et il a pris le micro, d'ailleurs, mais il était méconnaissable. Alors, comme ce n'était pas l'accent français, il savait que ce n'était pas moi. Mais c'est un secret gardé à vie entre nous pour savoir qui c'était. Alors, plus sérieusement... Mais on se pose des questions, sérieusement. On regarde la Terre, on regarde le ciel, on éteint les lumières, on attend que la pupille de l'œil s'adapte à l'obscurité. Au bout d'une dizaine de minutes,
minutes, le ciel qui était noir d'encre, vide de tout, devient rempli, mais couvert, blanc, scintillant. Enfin, pas scintillant, justement. Oui. Les étoiles ne scintillent pas, mais coloré d'étoiles. Et on ne peut pas s'empêcher d'avoir des longues discussions entre nous sur le sens d'où nous venons, comment la vie est apparue sur Terre, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs. Et Vous donnez Oui. envie d'aller voir ce qui se passe dans le cosmos, mais pas pour rencontrer les ovnis, juste pour rencontrer des phénomènes finalement naturels, Ah, mais vous qui savez... s'avèrent, comme vous les décrivez, infiniment plus intéressants que tout ce qui se passe sur la Terre. Quand même. Non, mais on se pose la question, quand on me pose la question, est-ce que vous croyez aux extraterrestres, à la vie extraterrestre? Moi, je vous dis, c'est pas une histoire de croyance. Donc Nous sommes des extraterrestres, d'ailleurs. Oui. Nous sommes, tous nos composés chimiques viennent de l'espace. Et vous savez, quand vous allez vous-même dans l'espace, votre corps se modifie tellement, le système vestibulaire, cardiovasculaire, osseux, musculaire, pulmonaire, digestif, urinaire, vous vous sentez devenir vous-même un extraterrestre, pour de vrai. Heureusement, ça s'adapte vite et on se sent bien. Et quand vous rentrez, Jean-François Clermois, il y a un changement mental, intellectuel Enfin, la plupart d'entre nous, quand on nous pose la question, on se dit, écoutez, c'est pas une histoire de croyance, mais chacun peut préférer la réponse qu'il veut. Mais si vous voulez ma préférence, je préfère l'idée qu'on n'est pas seul dans l'univers. J'ai pas la preuve, on est peut-être seul, mais je trouverais ça vraiment dommage, quoi. On va se retrouver dans quelques instants. Vous écoutez RTL. Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougaud. RTL. Et notre invité, l'astronaute Jean-François Clervois. Alors, Henri, je ne vous cache pas une chose, c'est que je vous regarde depuis le début de cette émission en écoutant ce que dit Jean-François Clervois. Et je me dis en même temps, pensant à vous, voilà quelqu'un qui sait certainement que depuis que l'homme est homme, on est tous attirés par quelque chose. On se pose tous des questions sur ce qu'il y a dans l'univers, etc. J'ai envie de savoir comment vous réagissez à ce que dit Jean-François. En fait, je croyais qu'on allait faire une émission sur les ovnis, mais pas du tout. On fait une émission extrêmement poétique de gens qui vont au ciel. Vous êtes allés au ciel. Vu de chez nous, vu d'ici, vous êtes allé au ciel. Et moi, je me dis, comme ça, je ne suis pas du tout compétent à la matière, mais je me dis que on doit être, pas seulement, vous avez dit que physiquement, vous étiez changé quand même, qu'il y a des choses qui se modifiaient dans le corps, dans le psychisme aussi, mais comment vous faites pour pas devenir mystique quand vous allez au ciel comme ça ? Ah, mais je pense que l'expérience du vol spatial ne modifie pas fondamentalement qui vous êtes et en quoi vous croyez, d'un point de vue religieux ou spirituel. Mais ce qui est sûr, c'est que ça nous enrichit d'une expérience à la fois physique, psychique, comme vous le dites, et philosophique, qui est très très forte. C'est-à-dire que voilà, c'est ce côté philosophique. Une fois qu'on l'a vécu, oui. C'est en nous pour toujours. Voilà. À tout moment, je peux me faire revenir à ma conscience des images, des émotions, des sensations que j'ai dans ma mémoire. Et c'est un peu une chance et un luxe que j'ai à tout moment je ferme les yeux et je me revois en train de faire une certaine tâche, de me concentrer, de voir la Terre dans l'arrière-plan avec un champ de vue qui porte à 2500 km, qui change en quelques minutes, et en plus qui est beau, parce qu'il abrite la vie. Si la Terre avait été morte comme la Lune, ce serait assez uniforme. Et tous ces contrastes de couleurs turquoise, du phytoplancton, des glaciers blancs de l'Himalaya, des forêts tropicales, de verts de toutes sortes, c'est vivant, et on la chérit, notre planète. Et on se voit comme nous-mêmes, membres d'équipage d'un même vaisseau spatial, qui est le vaisseau spatial Terre. Et on se pose la question, est-ce qu'un jour, il y aura des visiteurs venus d'ailleurs ? Ou est-ce qu'un jour, on sera capable, nous, d'aller vers d'autres mondes habités Mais vous êtes un peu comme des enfants qui sortent pour la première fois de la maison et qui découvrent la nature. Ah, bien sûr. Et dans la nature, on sait tout est possible, quoi. Toutes les rencontres sont possibles. Et nous faisons des expériences, j'en parlais d'exobiologie. Vous savez, l'exobiologie, c'est la science qui étudie l'origine du vivant, l'évolution du vivant, sa répartition éventuelle dans l'univers, la possibilité de vivant d'apparaître ailleurs, et puis du vivant terrestre de s'expatrier. Et donc, à ce titre, on fait voler dans l'ISS, par moment, pas dedans, dehors, exposés directement au vide, des êtres
vivants terrestres qu'on expose directement au vide, mortel pour l'homme, aux ultraviolets, mortel pour l'homme, aux rayons cosmiques, mortel pour l'homme, à des températures de moins 200 degrés Celsius à plus 150 degrés, totalement mortels pour l'homme, et ces animaux survivent. Alors, à se demander comment savaient-ils? Est-ce qu'ils viennent d'ailleurs et ils savaient déjà s'habituer à l'environnement vous allez avoir spatial? toutes les associations de défense des animaux sur le dos. Et je vous le ils préviens reviennent tout de vivants. suite. Ah oui, ils reviennent vivants. Ils se Mais reproduisent. c'est dommage, on ne peut pas les interviewer derrière. Alors, attendez, moi, je fais vraiment l'avocat du diable, Jean-François Clairvoy. Je reviens maintenant à la raison pour laquelle on vous a invité. Quand vous dites, moi, ça me va pas assez, quand vous dites, il y a un phénomène matériel, mais bon, on ne sait pas on sait pas à quoi en penser, alors passons à autre chose. Mais enfin, quand même... Non, pas passons à autre chose. Non, justement. Non, je voulais vous demander, qu'est-ce qui, vous avez dit tout à l'heure que, oui, vous confirmez que pour vous, il y avait un phénomène concret, réel, matériel. Maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce qui, dans le comportement de cette chose concrète, réelle et matérielle, vous étonne le plus ou a excité votre imagination? Alors, moi, dans les récits que font les gens qui voient des ovnis. Ce qui m'a intéressé en premier, c'est des personnes proches, parfois des amis, de la famille ou des professionnels, des pilotes, en qui j'ai totalement confiance et qui, en toute honnêteté, m'ont dit avoir vu quelque chose qui les a surpris. Et ça a été souvent transitoire de quelques secondes, une dizaine de secondes, et qui les a surpris. Et ils restent bouche bée sur ce qu'ils ont vécu. Pour toujours. Parce que c'est impossible, quoi. Par exemple, les accélérations brutales. Ça peut être les accélérations, ça peut être le fait que l'objet présente ce qui pourrait apparaître, vu de notre point de vue, comme une forme d'intelligence, se rapprocher, contourner, repartir. Dès que le pilote essaie de se rapprocher, hop, ça se joue un peu, ça va de l'autre côté. Donc ça donne l'impression qu'il y a une intelligence à bord. Mais bon, ce serait une intelligence si c'était quelqu'un comme nous qui raisonne de la même façon. Mais ce que ça m'a motivé, ça m'a intéressé, ça m'a donné envie de trouver la réponse. Moi, je suis curieux de nature. Je suis aussi un peu aventurier dans ce que j'ai fait, en plongée, en parachutisme, etc. Et j'aimerais bien être aux premières loges lorsqu'on commencera à avoir des débuts d'explication. C'est pour ça que j'ai accepté de participer à une commission de l'Association aéronautique astronautique de France, qui est une association très sérieuse qui réunit des ingénieurs et des scientifiques, des techniciens, des managers, des gestionnaires de programmes en aéronautique et espace. Donc cette association, il y a des commissions. Il y a une commission qui se donne comme ambition de faire une étude scientifique basée sur des données exploitables, de cas bien identifiés, bien archivés, auxquels on peut avoir accès. Ce qu'on a fait pendant des années en France avec le GEPAN, notamment. Alors, le GEPAN faisait surtout... 17 fiches techniques avec des enquêtes de gendarmerie, des choses comme ça. Alors, l'enquête de gendarmerie ou les enquêtes au GEPAN sont des enquêtes qui servent plus à valider le témoignage, mais ça n'est pas une analyse scientifique qui cherche à savoir ce que c'est. Il n'y a pas les ressources. C'est quelques personnes seulement qui sont au GEPAN, l'équivalent plein temps, même moins, peut-être une et demie. Et maintenant, d'ailleurs, le GEPAN est devenu le GIPAN, avec un I. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme recherche concrète, précise, si on s'intéressait au phénomène? Ça serait de quel ordre? Alors, c'est faire à la fois des études de physique dans des domaines qui sont encore très théoriques, faire des études théoriques, physique par rapport au comportement de... Physique théorique, sur les lois de la physique qui permettraient d'expliquer des moyens de lévitation hautes qu'utilisant la propulsion chimique classique, des analyses... il faut étudier aussi tous les corps entrants. Vous savez qu'ils rentrent sur Terre chaque jour 100 tonnes de matière. Des bolides, il y en a énormément. J'ai eu la chance récemment de faire un vol en hélicoptère de nuit avec des lunettes militaires de vision nocturne. Je voyais des étoiles filantes, j'en voyais plusieurs par minute, dans toutes les directions. Grâce à l'intensificateur de lumière, le moindre objet qui rentre sur Terre et qui brûle, qui n'est pas assez lumineux pour le voir à l'œil nu de nuit, là, on en voyait de partout. Alors, on va faire une dernière pause dans cette émission et on se retrouve dans quelques minutes.
Vous écoutez RTL. Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougou sur RTL. Et Jean-François Clairvoy qui, depuis le début de cette émission, nous donne son sentiment sur ce grand rêve, finalement, Henri Gougou, de l'humanité, qui est qu'il y a peut-être quelque chose ailleurs et qu'on aurait envie d'y aller voir. Et le premier objet qui a fasciné les hommes, c'est quand même la Lune, non ? C'est la Lune, bien sûr. Et longtemps, bien longtemps avant Armstrong et ses confrères. D'ailleurs, je dois vous révéler un scoop. Oui. Armstrong n'a pas été le premier à poser le pied sur la Lune. Allons bon. Il a eu un prédécesseur célèbre, mais et pourtant méconnu, Cyrano de Bergerac. Ça vous dit quelque chose quand même. Cyrano de Bergerac. En fait, il a réellement vécu. Rostand a fait de lui un héros au grand nez, mais Cyrano, ce fut tout de même autre chose. Un philosophe, c'était un philosophe visionnaire. Il est né en 1619 à Paris, et non pas en Gascogne. Et il est l'auteur, entre autres, d'un ouvrage qui stupéfie encore les curieux. Son titre, État et empire de la Lune et du Soleil. Voilà. Alors, ça pourrait être anecdotique, mais tout de même, il y décrit des mondes inconnus avec une ivresse étrange d'hommes libres, prêts à tout rencontrer, à tout imaginer, à tout voir, à tout dire. Mais si, 3 siècles après sa mort, il nous laisse encore perplexes, c'est pour une raison précise et alors aussi mystérieuse que les apparitions d'objets non identifiés dans le ciel. Figurez-vous que dans ces états et empires de la Lune et du Soleil, Cyrano rencontre un démon sélénite qui lui montre un jour 2 boules de feu si brillantes, là il faut mettre les guillemets, je cite, 2 boules de feu si brillantes que chacun s'étonna, comment cela ne brûlait-il point ? J'ai fixé la lumière, lui répond le démon, et je l'ai enfermé dans ces boules transparentes. Quoi, des ampoules électriques vues par ce diable d'homme au XVIIe siècle ? Attendez, un peu plus loin, je cite, « À l'ouverture de la boîte, je trouvais dedans un je ne sais quoi de métal plein de je ne sais quels petits ressorts et de machines imperceptibles. C'est un livre, à la vérité, mais c'est un livre miraculeux qui n'a ni feuillet ni caractère. Enfin, c'est un livre où, pour apprendre, les yeux sont inutiles, on n'a besoin que des oreilles. Quand quelqu'un souhaite lire, il bande cette grande quantité de toutes sortes de petits nerfs de cette machine, puis il tourne l'aiguille sur le chapitre qu'il désire écouter, et en même temps, il en sort, comme de la bouche d'un homme, tous les sons distincts et différents qui servent, entre les grands lunaires, à l'expression du langage. Fermez les guillemets. Fin de la citation. Voilà, un post-transistor au XVIIe siècle, quand même. Pas mal. On était bien obligés, nous, ici, de le signaler. Et ce ne sont que des exemples. En vrac, il a pressenti la propulsion par fusée, la radioscopie, la théorie atomique de l'univers et la médecine psychosomatique. Il est mort à 36 ans, le pauvre homme. Miséreux, oublié de tous, mais tout de même, Cyrano de Bergerac, quoi. Vous emmeniez de la lecture dans vos missions spatiales, Jean-François Clairvoy ? Alors, je n'ai pas amené de lecture parce que je n'avais pas le temps. Sur les vols courts en navette spatiale, on travaille 14 à 16 heures par jour et c'était des missions très intenses. J'ai amené beaucoup de musique, par contre, mais sur la Station spatiale internationale, les astronautes amènent j'y reste un certain temps, oui. Et il y a plusieurs centaines de DVD à bord, mais l'activité préférée, c'est quand même... les DVD, maintenant, c'est plus des DVD, tout est envoyé à haut débit par radio, donc les astronautes regardent des films, ils apprennent à jouer d'un instrument et ils prennent beaucoup, beaucoup de photos de la Terre. C'est quand même la vue de la Terre qui domine. Le fait qu'on fait le tour de la Terre en 1h30, 16 tours du monde par jour. Pas. On voit 32 levées, couchers de soleil par jour. On voit toutes sortes de phénomènes vivants, climatiques, tectoniques, volcaniques. Quand vous voyez un panache de fumée, un volcan qui rentre en éruption de nuit, c'est très très beau. Donc on est humble devant la planète Terre en tant qu'être géologique et climatique. Et quand on voit surtout l'épaisseur de l'atmosphère à l'horizon, qui fait à l'échelle d'un globe terrestre habituel l'épaisseur d'une feuille de papier, on se dit que notre vie ne tient vraiment pas à grand-chose. Alors, moi, il nous reste encore 2-3 minutes là, avant de terminer l'émission. Je vais vous ramener au râle des pâquerettes, puisque c'est mon rôle aussi.
Ce qui est quand même étrange, j'oublie l'histoire des extraterrestres, hein, mais on a un phénomène matériel bizarre, inexplicable, ou en tout cas, on sait que l'état de la science actuelle ne peut pas expliquer ce que l'on voit. Quel pourrait en être le sens ? Est-ce que ça pourrait être, je ne sais pas, nous on envoie bien des sondes d'exploration, mais on les envoie à travers l'espace. Quand on envoie un engin pour essayer en général on le met en orbite autour d'une planète, on ne le fait pas se balader, on essaye de le poser sur une comète. Quel pourrait être le sens ? Comment pourrait-on comprendre le sens de l'existence de ce phénomène ? Je pense que la première chose, c'est rester humble et reconnaître qu'on n'est pas capable de tout comprendre, qu'on ne maîtrise pas toutes les lois de la physique, maîtrisées au sens des équations, qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, à explorer, sur Terre, sous les océans et dans l'espace, et ouvrir son esprit à toutes les hypothèses possibles. Aussi bien des nouvelles lois de la physique, des nouveaux matériaux, des extraterrestres intelligents qui nous rendent visite, des sociétés secrètes qui sont en avance sur nous, quelque part planquées sur Terre, mais là c'est quand même un peu... Enfin, on ne sait pas, peut-être qu'on n'est même pas assez intelligent pour savoir ouvrir notre esprit à toutes les possibilités de ce qui pourrait expliquer ces phénomènes. Ça peut être aussi l'inconscient collectif, c'est-à-dire une sorte d'hypnose de tout le monde à la fois qui vous fait voir quelque chose qui en fait n'est pas là, mais là c'est aussi difficile à accepter. Oui, il y a un grand poète du XXe siècle qui s'appelle Jean Cocteau, qui a émis une hypothèse, lui, à propos des ovnis, que je trouve, c'est une hypothèse poétique, mais qui me séduit assez. Lui pense que ces extraterrestres, entre guillemets, ne sont pas du tout extraterrestres, que ce sont des gens du futur, parce que dans le futur, on a inventé la machine à explorer le temps et que les ovnis sont des machines à explorer le temps qui reviennent dans le passé pour observer la vie des préhistoriques que nous sommes. C'est un de mes feuilletons préférés de la série Star Trek, quand le Captain Kirk retourne sur Terre. Et ça expliquerait pourquoi ils évitent le contact, parce que si on tue son grand-père par accident, voilà. on est super mal quand même. Hein. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin pour cette émission. En fait, on peut se dire aussi que les extraterrestres, c'est bien, mais que les terrestres extra, c'est pas mal non plus. Vous en faites partie, Jean-François Clairvoy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, à bientôt. Merci. Vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Vous écoutez